Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur Mediscoop pour notre point hebdomadaire sur l'actualité épidémiologique et scientifique du Covid-19. Je suis Scardi Aviari, médecin de santé publique spécialiste en développement de médicaments, et je suis avec le docteur Renaud Prével, qui est médecin-chercheur et praticien en réanimation à Bordeaux. Bonjour Scardi, bonjour à tous. Donc, on commence tout de suite avec les derniers chiffres épidémiologiques de Santé publique France. Donc, on est à 110 000 cas confirmés environ en France aujourd'hui. Un nombre de cas qui continue à augmenter. On est autour de 3000 par jour, nouveaux cas confirmés. Des patients, le nombre de patients hospitalisés et en réanimation qui commence à descendre, comme vous avez pu l'entendre. Quand même 30 000 patients qui sont toujours hospitalisés. Et le nombre de cas confirmés, on va en parler un peu, qui est probablement une sous-estimation assez large du nombre total de gens qui ont eu le virus. Sur la charge sur le système de santé, donc vous voyez à gauche le nombre de patients hospitalisés en fonction des jours, et à droite en réanimation. Donc ça redescend depuis une semaine en réanimation et ça commence à redescendre en hospitalisation. Donc la charge sur le système de santé commence à décroître. Comment est la situation à Bordeaux, Renaud? La situation, exactement comme ce que tu décris, on a une diminution du nombre de patients en réanimation. Tous les jours, on arrive à faire sortir 1 ou 2 patients. Depuis une dizaine de jours, on n'a eu que 2 nouvelles entrées, donc ça nous permet vraiment de diminuer le nombre de patients en réanimation. Et chez nos collègues de maladies infectieuses, ils ont exactement le même phénomène où ils arrivent à faire sortir plus de patients que d'entrées. Donc on est en train de diminuer la charge et le nombre de patients hospitalisés en secteur classique et en réanimation pour Covid. Super. L'épidémie commence à refluer un peu, mais doucement. La semaine dernière, on constatait une stabilisation du nombre de cas autour de 4000 par jour. Cette semaine, on a plutôt été avec pas mal de variations autour de 3000. Donc, ça peut permettre de réfléchir un peu comme ça de façon intuitive sur le taux de reproduction, qui est ce chiffre qui dit combien de personnes sont infectées par un malade. Donc, l'intervalle entre le moment où on contracte la maladie et le moment où on la transmet, c'est environ 5 jours. Donc, si on arrondit à une semaine. La semaine dernière, on était à environ 4000 nouveaux cas par jour. Là, on est à environ 3000. Donc, comme ça, avec les mains, on est à peu près à 0,75. Donc, c'est un calcul très approximatif, bien sûr, mais ça permet de donner une idée. Donc, on fait refluer un peu l'épidémie, mais pas trop vite non plus. C'est-à-dire que si à ce train-là, la semaine prochaine, on sera à 2200, celle d'après à 1600, et ainsi de suite. On va descendre progressivement pour essayer d'arriver à des chiffres les plus bas possibles au moment où on lève le déconfinement. Alors, ces chiffres, donc on serait avec un peu de chance à quelques centaines de cas par jour, de nouveaux cas par jour. Ces chiffres sont sous-estimés. Donc, la question se posera de est-ce qu'on fera repartir l'épidémie et quel genre de mesures on peut prendre, non seulement au niveau des cas eux-mêmes, mais aussi de leurs contacts. D'ailleurs, Scardi, excuse-moi, à ce sujet-là, on a une question sur les critères de déconfinement. Alors ça, c'est assez dur d'être formel. C'est environ 1 à 2 semaines pour ne plus être excréteur à partir du début des symptômes, à supposer qu'on ait vraiment le Covid. Mais c'est toujours difficile et c'est toujours un jeu de probabilité. Il y a des gens qui restent extracteurs très longtemps. Et donc, est-ce qu'on est prêt à garder tout le monde confiné un mois parce qu'il y en a 1 sur 100 qui continue à excréter au-delà de 3 semaines? Je ne pense pas. Les chiffres sont de cet ordre, 1 semaine, 2 semaines. Et en fonction de à quel point on va être sûr, c'est autour de là qu'il faut être. Il n'y a pas eu encore d'études, à ma connaissance, qui essayent de repérer l'excrétion en fonction de variables cliniques. Par exemple, les patients plus âgés excréteraient plus, ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment de prédicteurs qui sont sortis. Puis on a un gros problème sur les PCR, c'est que le type de PCR qu'on a de façon classique chez tout le monde pour être testé, teste la présence du virus et non pas forcément sa viabilité. Et donc on a des patients qui, après la maladie, gardent des traces des PCR positifs très longtemps, sans qu'on sache si c'est des débris de matériel génétique du virus ou si c'est vraiment des virus avec un potentiel d'infectiosité derrière. Ouais, et à ce sujet, on avait vu la semaine dernière ou la semaine d'avant une étude génomique dans les selles où la PCR retrouvait des fragments de virus, mais un séquençage plus large ne trouvait pas le reste du génome du virus. Donc, c'était probablement juste des morceaux de virus, qui n'étaient pas infectieux. Et voilà, on a le nombre de retours à domicile qui a tendance à augmenter, mais avec ce que vous voyez, les petits creux, c'est les week-ends, c'est un peu difficile, ça change un peu tous les jours. Et puis le nombre de décès qui commence un peu à décroître aussi. Donc ça, c'était pour les données épidémiologiques.
on passe aux actualités dans les grands journaux médicaux. Donc ça, c'est les journaux classiques qui ont un comité de lecture, qui sont plutôt solides. Et tout à l'heure, comme d'habitude, on va parler des pré-publications qui sortent très vite, qui sont un peu plus spéculatives, mais aussi souvent plus intéressantes. La première étude, c'est une étude de cohorte avec le remdesivir. Donc il y avait 2 essais remdesivir en Chine qui étaient menés par un industriel, un chez les patients plutôt graves, un chez les patients un peu moins graves. Ils ont été arrêtés faute de malades à recruter. Donc, on va voir s'ils ont réussi à recruter suffisamment de malades pour dire quelque chose. Mais ça va peut-être être difficile de prendre une décision sur cette molécule, sur cet antiviral. Là, c'est juste une cohorte en usage compassionnel, plutôt avec des patients sévères. Donc, les 2 tiers étaient intubés. Et on peut voir une amélioration des symptômes, plutôt moins de décès que ce à quoi ils s'attendaient. Ils ont eu 7 décès sur 50 patients. Mais c'est des chiffres qui sont petits, c'est pas randomisé, donc c'est difficile d'en dire grand-chose. Sachant que l'étude plus vaste sur le remdesivir menée par l'industriel, la phase 2-3 est finie, et ils sont en train d'inclure dans la phase 3. Le problème, c'est que pour la réanimation, en tout cas, il n'y avait pas de bras contrôle sur la phase 3. Donc, il y avait des bras contrôle pour les formes modérées et sévères, et pas pour les formes critiques en réanimation. Donc, on attendra de voir les résultats complets de ces études. Donc ça, c'est une étude assez intéressante à Wuhan qui essaie de calculer le taux de reproduction dont je parlais tout à l'heure en temps réel. Donc, ils essayent à partir des chiffres de l'épidémie de recalculer à un temps donné combien de gens étaient infectés par un malade. Et on voit l'effet des mesures progressivement. Donc, il y a eu un confinement qui a été mis en place le 23 janvier. Vous pouvez voir les dates en bas. Le taux de reproduction était entre 3 et 4 avant ça. Il a vite chuté avec le confinement, mais il est resté autour de 1 ou un peu plus. Et assez rapidement, ils ont escaladé les mesures en Chine. Ils ont fait ce qu'ils appellent poliment une quarantaine centralisée, c'est-à-dire que les gens étaient pris de chez eux, en fait, et ils allaient dormir dans un gymnase. Et puis ensuite, ils ont aussi mis en place des systèmes de surveillance, par exemple de la température. Ils ont tracé aussi de façon électronique les mouvements des gens. Et ils ont fait descendre le taux de reproduction bien en dessous de 1 et contrôler l'épidémie comme ça. Donc nous, on n'est pas sur des mesures aussi agressives. On prendra peut-être aussi des mesures un petit peu différentes. Mais voilà, on n'arrive pas à faire plonger le taux de reproduction très bas avec simplement ce qu'on a fait pour le moment, a priori. On verra. Alors, le taux de reproduction, il n'est pas du tout fixe, comme vous pouvez voir sur ce graphe. Non seulement il n'est pas fixe dans le temps, mais il n'est pas aussi fixe en fonction des gens. C'est-à-dire les gens qui sont très exposés, qui sont à l'hôpital, qui ont des contacts avec beaucoup de gens, évidemment, ils vont avoir un taux de reproduction dans ce genre de population qui sera plus élevé versus des gens qui restent confinés chez eux et qui sortent une fois par semaine pour faire les courses. Donc, ça dépendra aussi d'immunité locale dans certains types de populations qui l'auraient attrapé au début et qui ne vont pas l'attraper plus tard. Et ça aussi, ça pourrait faire descendre le taux de reproduction avec le temps. Une autre étude qui estime le taux de reproduction dans 4 villes chinoises. Je vous l'ai mis juste parce que c'est sorti dans le Lancet, mais cette étude est un peu étrange, d'une part parce qu'elle a peu de données sur chaque ville, et d'autre part parce qu'elle trouve un taux de reproduction en dessous de 1 à la base, même sans mesure. Et donc, si c'était vrai, on n'aurait pas d'épidémie, puisque il n'y aurait pas de croissance exponentielle du nombre de cas. Donc, je la mentionne en passant, mais j'ai plutôt confiance en celle qui a été faite avant à Wuhan. Alors ça, c'est une étude intéressante, et on va en parler aussi tout à l'heure avec une prépublication qui est sortie dessus. En Islande, donc l'Islande, c'est un petit pays, il y a 350 000 habitants. Ils avaient un programme de tests officiel gouvernemental, un peu comme nous, dans les hôpitaux. Puis il y avait une boîte privée qui s'appelait Decode, qui avait la capacité de faire des tests et qui en a proposé de façon assez large dans la population. Donc d'une part, les gens qui voulaient se faire tester, et puis, ils ont même invité des gens au hasard pour essayer d'avoir une idée de combien de cas il y avait qu'on ne capturait pas avec le système habituel. Et la réponse, c'est beaucoup. Donc, en haut, vous avez les histogrammes en fonction des âges des gens qui se sont fait tester. Donc, il y a certaines personnes qui ont plus tendance à répondre aux invitations que d'autres. Donc, le taux de positif en bas à gauche chez les gens qui étaient testés par le truc gouvernemental, c'est autour de 15%. Et puis, en population plus générale, ils étaient autour de 1%. Et donc, quand ils faisaient les calculs, évidemment, la population générale est beaucoup plus grande que la population qui va à l'hôpital se faire tester. Et donc, ils trouvaient qu'environ les 2 tiers des patients n'étaient pas capturés par la politique de tests ciblés. Et puis, ils ont essayé d'estimer, on va en parler tout à l'heure, ceux qui ne répondaient pas, ceux qui étaient asymptomatiques et qui ne répondaient pas même à l'invitation. Et ils arrivent à des estimations qui sont encore un peu plus élevées. Donc, il faudrait multiplier par 3 ou 10 le nombre de cas officiels
pour avoir le nombre réel de gens qui ont rencontré le virus et qui potentiellement sont immunisés. Là, c'est une étude épidémiologique de terrain sur un cluster de cas. Ils ont repéré en fait une patiente asymptomatique en Chine qui non seulement était asymptomatique, mais qui avait un scanner négatif et une PCR initiale négative. Et sa PCR s'est positivée après que les gens qu'elle a infectés aient eu des symptômes et se soient positivés à la PCR. Donc, à supposer que l'enquête ait été bien faite et que ce soit effectivement ce qui s'est passé, c'est plutôt embêtant vis-à-vis des patients asymptomatiques et ça renforce cette idée qu'il faudrait isoler non seulement les cas, mais aussi leurs contacts de façon préventive et peut-être faire un peu comme on fait le confinement maintenant où on confine tout le monde, y compris les gens du coup qui sont asymptomatiques et qui sont susceptibles de le transmettre. On pourrait dans le futur confiner les gens qui sont autour des cas de façon un peu préventive, comme on fait maintenant. Après, ça rejoint aussi ce que tu discutais tout à l'heure, du fait qu'on ne sait pas quel pourcentage de patients, enfin, de personnes asymptomatiques sont porteurs asymptomatiques et potentiellement transmetteurs de ce virus. Et encore une fois, est-ce que si c'est une proportion très faible de patients asymptomatiques capables d'infecter les autres, ça vaut le coup de confiner tout le monde et tous les cas et toutes les personnes contacts, ou est-ce que c'est une part de risque qu'on prend en misant sur une immunisation progressive de la population, qui est un sujet difficile pour l'instant et dont on pourra rediscuter tout à l'heure. Ouais, on va en reparler tout à l'heure avec un calcul sur le moment auquel il faudrait isoler les gens. Donc ça, c'est un papier qui est sorti sur les manifestations neurologiques des gens qui avaient la maladie. Alors sur une cohorte d'environ 200 patients, ils ont repéré des accidents vasculaires cérébraux, donc 5 ischémiques et 1 hémorragique. Donc c'est juste pour le signaler. Et puis il y a une cohorte française qui est sortie et qui trouve chez un tiers des patients qui sortaient de réa des troubles des fonctions exécutives et surtout des anomalies de perfusion à l'IRM injectée. Donc, il pourrait y avoir des complications neurologiques qu'on a du mal à voir au décours d'une sédation avec une intubation un peu longue, mais qui pourraient être importantes sur la morbimortalité de cette maladie. Il n'y a pas que les décès. Je pense que là-dessus, il y a deux champs très importants. Il y a un premier champ qui est l'augmentation du risque cardiovasculaire et donc d'AVC ischémique classique qu'on voit avec toutes les infections respiratoires basses. Ça a été décrit sur des énormes populations au Royaume-Uni. Et quand on a une grippe sévère, une infection par le VRS, une infection par le pneumocoque, il y a un surrisque pour les patients les plus âgés d'avoir des événements cardiovasculaires, infarctus ou AVC ischémique. Et puis, il y a une deuxième partie qu'on rediscutera un petit peu, mais on a quand même l'impression qu'il y a des atteintes comme de vascularite liées à l'infection qui peuvent donner une atteinte de la microcirculation et toucher différents organes, dont le cerveau, sachant que sur cette analyse de cohorte, effectivement, il y a peut-être un rôle d'une éventuelle vascularite liée au coronavirus, mais il ne faut pas oublier que c'est des patients souvent en réanimation qui restent 2 semaines sédatés, ventilés, dans un contexte quand même agressif, avec des curares. Ils se réveillent avec une neuromyopathie de réanimation. Donc, il y a aussi plein de facteurs pour expliquer des anomalies neurologiques chez ces patients-là. Ouais, et sachant que la semaine dernière, pour rappel, on avait vu que le signe d'appel de l'atteinte rénale, c'était plutôt la protéinurie, donc il va plutôt avec ces atteintes de la microcirculation. Donc, une étude ici, alors je ne vous ai pas mis la vidéo, je vous ai mis juste 2 photos. C'est une étude où ils ont fait parler des gens et avec une technique d'illumination par laser, ils visualisaient les postillons. Donc, à gauche, vous avez un patient qui parlait sans masque et à droite, un patient qui parlait avec masque. Alors, pour la petite histoire, c'est un peu intéressant parce qu'ils ont décomposé en fonction des phonèmes quels sons en fait produisaient beaucoup de postillons. Donc là, la personne disait stay healthy en anglais et le th était particulièrement créateur de postillons et qui était du coup bloqué par le masque. Vous n'en voyez pas à droite. Donc ça pourrait être une explication à laquelle on ne penserait pas forcément sur les différences entre pays. Il y a peut-être certaines langues qui produisent plus de postillons que d'autres. Là, une étude qui objective ce qu'on a bien constaté depuis quelques semaines, c'est-à-dire que les passages aux urgences sont largement inférieurs à ce qu'on avait observé à la même période des années précédentes. Donc ici, ils ont une réduction massive du nombre de passages aux urgences pédiatriques. Et ça pose question sur du coup le rattrapage de la prise en charge de ces problèmes de santé, non seulement chroniques, mais même des choses qui faisaient consulter de façon aiguë aux urgences auparavant, qui maintenant ne font plus consulter.
Il y a des histoires, par exemple, d'arrêt cardiaque qui sont de gens qui n'ont pas voulu déranger les urgences ou qui ne voulaient pas s'exposer au virus et avec des arrêts cardiaques non récupérés, des choses comme ça. Ça, je pense que c'est excessivement important en termes de santé publique. Ce que tu dis sur cette étude, on l'a très, très bien vu sur le terrain avec des gens qui venaient avec des AVC très tardifs, hors délai pour les thrombectomies, les thrombolyses, parce qu'ils ne voulaient pas déranger à l'apparition des symptômes, ou une disparition complète aux soins intensifs de cardiologie des NSTEMI, donc des infarctus sans modification électrique, avec juste des petites douleurs thoraciques qui ont tendance à disparaître assez facilement. Et là, ils sont au bout de 3 semaines en train de tous revenir. Et malheureusement, avec pour les AVC, des séquelles motrices assez importantes. Et pour les infarctus, des altérations de la fonction cardiaque. Donc, il y a un message de santé publique assez fort sur si vous avez des signes d'alerte qui nécessitent une consultation en urgence, il ne faut surtout pas hésiter à aller aux urgences comme d'habitude et à être reçu parce que les pathologies non Covid et qui ont un pronostic favorable quand ils sont pris en charge, il n'y a aucune raison de ne pas les prendre en charge comme d'habitude malgré l'épidémie de Covid actuelle. Absolument. Et à défaut, appeler ou en tout cas avoir un point de contact avec des professionnels de santé. Donc là, une étude californienne qui est sortie sur les co-infections éventuelles avec le coronavirus. Donc, ils n'ont pas testé une palette très large d'autres agents pathogènes. C'était surtout des virus respiratoires et puis chlamydia et mycoplasme. Et ils ne trouvent pas spécialement de signes de co-infection. Il y a à peu près les mêmes taux de positivité des tests pour les autres pathogènes, qu'on ait le Covid ou pas. Donc, il y a des petites hypothèses qui sortent sur le fait qu'il y aurait certaines co-infections avec le Covid. En tout cas, on ne la constate pas sur cette étude. Sachant qu'on n'a aucun moyen de savoir si c'est des colonisations comme dans la population générale ou vraiment un caractère pathogène des virus qui sont retrouvés là. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes pour l'application clinique. Voilà. Et je crois que c'était tout pour l'actualité des grands journaux médicaux. Donc, on va passer aux prépublications issues de ces 2 sites de prépublication, à prendre un peu plus avec des pincettes du coup que ce qu'on a montré jusqu'ici. Alors, le premier, on l'attendait impatiemment, c'est un essai randomisé sur l'hydroxychloroquine, enfin, qui montre du coup pas de différence sur la négativation de la PCR à gauche et sur l'amélioration clinique à droite. C'est des patients qui étaient pris plutôt tard par rapport au début des symptômes et l'équipe qui a fait l'essai a eu la gentillesse de faire une analyse en sous-groupe. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les patients qui ont été traités précocement à moins d'une semaine du début des symptômes et après. Donc, on s'est peut-être un peu enthousiasmé pour rien sur l'hydroxychloroquine. Et puis, juste pour rappeler, côté efficacité, du coup, il n'y avait pas de raison de s'enthousiasmer sur l'essai précédent. Et il y a une autre étude qui est sortie sur les effets secondaires potentiels de l'hydroxychloroquine qui pourrait un peu aggraver ou déclencher ou augmenter l'incidence de pneumopathie. Donc, du coup, peut-être qu'elle a un léger effet, mais qu'en fait, qui est compensé par un effet immunomodulateur délétère. Donc, pas vraiment d'argument en faveur de l'hydroxychloroquine. Et j'ai oublié de préciser, c'était 150 patients, 75 et 75. Escardi, on a une question sur le traitement préventif pour les soignants à risque. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Alors, je sais qu'il y a des essais en cours avec l'hydroxychloroquine, par exemple. Bon, je ne sais pas du coup s'ils sont très prometteurs vu les résultats de celui-là, y compris sur les patients un peu précoces. Il y a pas mal d'essais qui sont en cours. Il n'y a pas vraiment de raison d'être très optimiste sur une molécule en particulier pour le moment. Sachant que dans le traitement préventif, on a encore plus le problème de balance bénéfice-risque qu'on a dans les formes initiales de la maladie, puisque pour éviter une complication chez une petite partie des patients, on n'est pas prêt à prendre un grand risque. Et a fortiori, pour éviter, en prévention, on n'est pas prêt à prendre un grand risque. Donc tout ce qui cause des problèmes rénaux, comme le remdesivir par exemple, c'est difficile d'imaginer qu'on l'utiliserait de façon large en prévention. Donc ici, on a une étude de cohorte sur les patients qui ont des immunoglobulines intraveineuses en réanimation, qui ne trouve pas de différence dans la population générale et qui fait des analyses en sous-groupe. Alors c'est dommage, on aurait aimé des choses un peu plus multivariées, ajustées sur différentes comorbidités. On trouve en fait dans leur population, ils avaient des patients qui étaient sévères mais pas critiques, pas en réa. Donc chez eux, il n'y avait aucune différence. Il n'y a pas eu et leur critère de jugement principal, c'était la mortalité. Donc il y a eu très peu de décès. Et puis
chez les patients qui étaient en réa, ceux qui ont eu des IGIV ont eu tendance à survivre plus longtemps. Bon, c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes parce que non seulement c'est pas un essai, mais en plus il n'y a même pas d'analyse multivariée. Dans certains sous-groupes, ceux qui ont eu plus d'IGIV et plus longtemps, en gros, ont l'air d'aller mieux. Donc, il y a l'air d'avoir un effet dose et un effet temps de traitement. Mais voilà. Sans qu'on sache si les patients qui ont eu les IGIV étaient les patients les moins graves initialement. Enfin, il y a vraiment peu de données, pas de randomisation. Donc, il faut être très prudent sur l'interprétation de ces données actuellement. Voilà, on peut imaginer plein de choses, que l'escalade thérapeutique a été faite plutôt chez les patients jeunes parce que c'est ceux qu'on voulait les plus récupérer, qu'il y ait d'autres thérapeutiques qui aient été mises en plus. Donc, en l'absence d'essai, pas de précipitation. Ensuite, une autre étude qui regarde le genre de traitement préexistant qui permet d'éviter les formes graves, donc en observationnel, et qui retrouve encore une fois les IEC et les ARA2 dont on parlait déjà la semaine dernière. Il y avait déjà 2 études. Là, il y en a encore une sur 80 patients. Donc, c'est évidemment chez les patients hypertendus, parce que c'est l'indication de ces médicaments, et c'est ce médicament-là versus les autres. Donc, ça a l'air de marcher mieux. Et puis, la même chose sur 200 patients en Angleterre, relativement bien ajustés, mais qui trouvent aussi une amélioration. Alors, cette fois-ci, c'est avec les IEC seulement. Il n'y avait pas assez de patients pour faire avec les ARA2. Donc, des médicaments qui sont plutôt prometteurs. Après, la question, et qui sont bien tolérés en plus, après, la question, c'est est-ce que ça marche que chez les patients hypertendus, qui sont ceux chez qui ils sont donnés actuellement, ou est-ce que ça pourrait marcher chez les autres? À voir dans les jours qui viennent, mais on peut commencer à se poser la question de ces médicaments. Sachant que pour répondre à cette question, enfin un élément de réponse, il y a l'étude Coverage qui est lancée par le professeur Melvi à Bordeaux, dont le but est de tester plusieurs traitements, le remdesivir, l'hydroxychloroquine et les sartans, chez les patients Covid de plus de 65 ans qui n'ont pas de critères d'hospitalisation. Donc le but, c'est de voir si un de ces traitements permet de diminuer le taux d'hospitalisation chez ces sujets âgés et de diminuer la mortalité. Alors, la prévalence de l'hypertension chez les patients de plus de 65 ans est assez élevée, mais il y aura et des patients hypertendus et des patients non hypertendus dans cette étude. Oui, donc ce sera vraiment intéressant de voir les résultats. Donc, toujours sur les traitements, ici, une étude randomisée de la chloroquine avec deux doses différentes et qui ne retrouve pas de différence. C'était sur 80 patients environ, qui ne retrouve pas de différence entre une plus petite dose et une plus grande dose. Donc, pas spécialement d'arguments en faveur. Là, encore une étude observationnelle, donc toujours pas randomisée, avec l'interféron qui a l'air de trouver une amélioration par rapport à l'arbidol, qui est un antiviral qui est utilisé en Russie, en Chine, mais qui n'a pas l'air de vraiment marcher. Il y avait un peu d'espoir au début, mais maintenant il sert plutôt de bras contrôle dans les études. Donc pareil, toujours pas randomisé, toujours observationnel, mais à garder à l'esprit, sachant que celui-là, il est dans Discovery. Alors qu'on peut s'interroger sur le rationnel de ces études, parce qu'on parle d'immunomodulation pour diminuer la réponse inflammatoire dans beaucoup d'études, et puis là, l'interféron qui stimule le système immunitaire. Je pense qu'il y a vraiment 2 timings différents. Il y a le moment tout début de l'infection, où on se dit plus vite on va contrôler le virus et moins on aura de soucis. Donc c'est pour ça que des gens essayent de donner de l'interféron très précocement. Et ça va un peu avec le fait, par exemple, que les femmes, on pense qu'elles seraient moins à risque dans toutes les grandes maladies infectieuses que les hommes, parce que sur le chromosome X, il y a pas mal de gènes de l'immunité qui auraient une inactivation partielle du deuxième X, et que c'est pour ça que les femmes seraient plus résistantes aux maladies infectieuses comme ça, parce qu'elles contrôleraient plus vite les agents infectieux au prix d'une prédisposition supérieure à l'auto-immunité dans la vie de tous les jours. Et donc c'est pour ça qu'il y a des études sur l'interféron pour essayer de contrôler le virus très très vite, alors que les traitements immunomodulateurs, c'est plutôt vers l'évolution des formes graves, quand le système immunitaire s'est emballé, et à ce moment-là, pour le calmer à ce moment-là. Donc il y a vraiment 2 timings à bien dissocier pour essayer d'y voir quelque chose dans la foultitude d'essais et de molécules en train d'être essayées dans le traitement du Covid. Voilà. Après, on peut toujours avoir des surprises. Le système immunitaire, il agit de plein de façons différentes. L'immunité humorale, cellulaire, innée, adaptative. Puis quelque chose qui inhibe une partie de l'immunité pourrait avoir un effet versus pas un autre pan de l'immunité. Donc ici, on a une étude sur les données du PMSI, de l'équivalent du PMSI aux États-Unis, et donc qui recherche de façon un peu agnostique des traitements qui seraient susceptibles de diminuer l'aggravation. Donc un peu la même chose qu'on avait avec les IEC tout à l'heure. Alors ils ont eu assez peu d'aggravation chez les malades. Donc ils ont retrouvé 2 AINS
qui avait l'air de protéger contre l'hospitalisation et le besoin de mettre une ventilation. Alors, ce n'est pas ajusté pour la multiplicité, donc j'en parlerai même pas s'il n'y avait pas de 2 AINS qui avaient été retrouvés séparément. Pour le moment, ils ont eu assez peu de données, donc je pense que cette étude était plutôt un tour d'essai. Et à mesure qu'ils auront plus de patients dans la même base, ils referont tourner les mêmes algorithmes et ils pourront trouver plus de choses et des choses plus solides. Mais en tout cas, ce qu'on avait dit au début, que les AINS risquaient d'aggraver, alors c'est peut-être vrai dans une petite minorité de patients, ça n'a pas été confirmé par l'Agence européenne du médicament, ça n'a pas été confirmé dans d'autres pays, il n'y a pas d'autres études qui sont sorties sur ça. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça avec les AINS à ce stade. Moi, j'aurais un message plus prudent que toi quand même, parce que, alors ça repose pas sur de la science dure comme les études, mais tous les patients jeunes qu'on a eus en réanimation avaient pris des AINS. Donc, à confirmer dans des études plus larges, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, le retour de terrain comme ça, mais j'aurais tendance à être plus prudent. Et si, en cas de symptômes pseudo-grippaux pouvant faire évoquer un Covid, à éviter quand même les AINS, mais ce sera confirmé dans de plus grandes études ensuite. Très bien. Bah, effectivement, enfin, le paracétamol en première intention, c'est très bien. Pas besoin de prendre un risque s'il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est une étude italienne qui cherche le pourcentage de patients asymptomatiques ou peu symptomatiques et qui trouve environ 20% de patients. Alors, c'est très difficile d'estimer ce nombre de patients parce que par définition, il n'y a rien à voir. Mais en tout cas, c'est un peu en ligne avec d'autres estimations qui étaient sorties sur environ 20% de patients qui n'auraient vraiment pas de symptômes du tout et qu'on ne pourrait pas vraiment attraper par du suivi de cas. Là, c'est une modélisation de l'épidémie à Hong Kong qui représente de manière un peu fine les différentes périodes de la maladie. Donc, vous avez en bleu, vous avez la période quand quelqu'un a le virus mais qui n'est pas encore symptomatique, qui dure environ 2 jours. Ensuite, en orange, pendant environ 3 jours et demi, vous avez la période de transmission présymptomatique, donc pas de symptômes, mais le patient est excréteur et peut infecter d'autres gens. Et puis ensuite, en rouge, la période où il y a des symptômes et le patient peut infecter d'autres personnes. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont calculé, donc leurs estimations sont un peu plus longues, un peu plus courtes, qu'habituellement pour ces différentes périodes. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont calculé à quel moment il faudrait isoler le patient pour que le taux de reproduction dans la population générale soit supérieur à 1 ou inférieur à 1. Et en fait, ils trouvent que pour avoir un taux de reproduction de 1, donc juste stabiliser l'épidémie, il faudrait isoler 24 heures après le début des symptômes. Et on avait vu la semaine dernière une étude sur la vitesse d'isolation des patients en Corée, donc où la population avait eu l'expérience du SRAS, était plutôt disciplinée, mais même là-bas, ils n'arrivaient pas à isoler en 24 heures après le début des symptômes les patients. Sachant que le début des symptômes, c'est toujours un peu progressif, on tousse une fois, puis on retousse 6 heures plus tard. Donc c'est assez difficile de faire ça aussi vite. Et donc ce travail souligne qu'il faudra probablement faire quelque chose sur les contacts et pas seulement sur les cas. Outre le fait qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques et qui sont pas récupérés par le système sur leurs symptômes. Et Scardy, puisqu'on parle des cas, est-ce que tu as des idées sur la notion de réactivation après la guérison? Est-ce que les patients qui ont eu le Covid doivent rester en isolement plus longtemps que les cas? Et est-ce qu'on arrive à prédire un peu qui est à risque, s'il y a vraiment une réactivation, qui est à risque de réactiver ou pas? Alors, sur la réactivation, un peu comme le virus de l'hépatite B ou le VIH, ce serait très étonnant parce que c'est un virus à ARN, donc qui ne s'intègre pas dans le génome, il n'y a pas de choses comme ça. Après, il y a la question de la réinfection. La semaine dernière, on avait vu une étude sur 200 patients qui avaient récupéré du Covid et 95% avaient des anticorps neutralisants contre le virus, ce qui est plutôt encourageant, et les 5% restants avaient fait une forme très mineure, donc on peut se dire, même s'ils l'ont à nouveau, finalement, ils ne vont pas avoir de problème. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur ça, pour le moment en tout cas. Peut-être si le virus mute dans le futur, l'année prochaine, celle d'après, on pourrait avoir des problèmes. Mais en tout cas, en plus, ce n'est pas un virus qui a spécialement des caractéristiques qui lui permettraient d'échapper facilement, pas comme le VIH par exemple, qui a une espèce de capuchon qui mute et qui est le masque un peu du système immunitaire, ou la grippe qui recombine avec les souches animales, où il y a plusieurs souches qui peuvent se recombiner entre elles et faire un nouveau virus. Là, il n'y a pas trop de raison d'être inquiet, pour le moment en tout cas. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faudra suivre dans les années qui viennent. Après, il y a deux inconnus qui nous restent. C'est
s'il y a vraiment une immunité aussi importante que ce qu'on a l'air de penser, combien de temps elle dure. Donc, en clair, une fois qu'on a eu le Covid, combien de temps on est infecté, ça, personne ne le sait encore. Est-ce qu'il y a des cellules mémoire où le virus pourrait se cacher, entre guillemets, une fois qu'il les a infectés? Comme tu disais, a priori, il n'y a pas d'intégration dans le génome, donc on ne pense pas que ça pourrait durer très longtemps, mais c'est à confirmer. Et ça, pour l'instant, personne ne le sait. On a besoin de recul pour avoir des réponses plus fines là-dessus. L'étude suivante, ça fait écho à ce que je présentais tout à l'heure sur les données islandaises. Et donc, c'est une étude où ils ont essayé de modéliser de façon un petit peu plus fine, outre ce qu'ils constataient comme ça avec ce qu'ils testaient, essayer de deviner quel pourcentage de gens étaient asymptomatiques et ne répondaient pas quand ils étaient sollicités pour se faire tester. Et donc, ils arrivent à des estimations où on aurait jusqu'à 92% des gens qu'on raterait avec les systèmes de dépistage comme ce qu'on fait en France. Donc, on pourrait avoir beaucoup, beaucoup plus de gens qui n'ont pas été capturés. Ces gens-là, actuellement, ils appliquent le confinement et les mesures, mais si demain on lève le confinement, on aura beaucoup plus de personnes capables d'infecter d'autres personnes à gérer. Ensuite, une étude intéressante qui relève les professions à risque. Donc, bien sûr, il y a les professionnels de santé et plutôt les professions paramédicales que médicales qui sont plus au contact direct des patients. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette étude, c'est que les chauffeurs de taxi étaient repérés comme une profession à risque. Et quand vous réfléchissez, votre chauffeur de taxi, vous êtes dans un espace confiné avec lui, mais vous ne le touchez pas spécialement. Et donc, du coup, ça pose question vis-à-vis de la transmission aérienne. Donc, il y a eu d'autres enquêtes épidémiologiques qui ont rapporté de façon un peu anecdotique des contaminations quand les gens étaient dans des salles de réunion qui ne s'étaient pas touchés, mais qu'ils avaient simplement parlé pendant assez longtemps, une demi-heure, une heure. Donc là, ça a l'air d'aller dans ce sens-là. Et ça encourage à la prudence. Par exemple, si vous avez des box de consultation ou des choses comme ça où vous voyez des patients, de faire prendre des précautions, d'en prendre à vous-même, bien sûr, mais aussi d'en faire prendre aux patients. Là, c'était une étude sur les différentes modalités de collecte des échantillons de PCR. Donc, on a parlé de la difficulté d'avoir des échantillons de bonne qualité pour la PCR et que ça pouvait résulter en des faux négatifs. Ici, chaque ligne, c'est un patient, chaque colonne, c'est une modalité de collecte, et l'avant-dernière colonne, c'est celle qui est collectée par un professionnel de santé. Et donc, vous voyez que le professionnel de santé, il a quelques PCR positifs qui sont pas repérés par la collecte par le patient lui-même, mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. De temps en temps, quand le patient collecte, le clinicien ne la récupère pas. Donc, c'est à garder à l'esprit. Il n'y a pas forcément de raison de dire qu'il n'y a que le clinicien qui pourrait le faire. Le patient peut se prélever lui-même aussi. Donc, si pour des raisons de précaution X ou Y, vous avez besoin de cet élément, il existe. Diapo suivante, ça c'est une étude sur les facteurs d'aggravation. Donc, c'est un arbre de décision qui est généré par une méthode statistique. Ça a été fait à New York sur environ 4000 patients et qui retrouve les facteurs cliniques qu'on connaissait, donc la saturation, la procalcitonine, la troponine, la CRP, l'âge et l'hypertension. Il y avait peut-être la procalcitonine, on n'avait pas trop parlé pour le moment, mais des choses attendues, mais en tout cas confirmées dans cette population new-yorkaise. Effectivement, on avait une question aussi sur comment dépister les patients à risque. Voilà, sur les grosses cohortes chinoises qui ont été publiées maintenant il y a quelques semaines dans Lancet Respiratory Medicine ou dans JAMA Internal Medicine, c'était globalement l'âge, le sexe masculin, l'antécédent d'hypertension qui étaient vraiment les facteurs à risque de développer un SDRA, donc un syndrome de détresse respiratoire aiguë et de mortalité. Et tout ce qui a l'air de sortir derrière confirme ce terrain à risque et confirme également qu'on a l'impression que plus l'orage inflammatoire est important, l'étude que tu montrais la semaine dernière sur le fait que l'IL6 augmentait allait avec les formes graves. Donc, c'est vraiment des histoires de terrain, d'âge, sexe masculin et hypertension, et puis des histoires d'intensité de la réponse inflammatoire avec tout un syndrome, un faisceau d'arguments biologiques d'inflammation élevée qui sont des facteurs de risque de l'évolution vers les formes graves. Mais on n'a pas vu d'autres signaux sur d'autres paramètres pour l'instant. L'étude suivante, alors ça c'est assez intéressant, c'est des autopsies sur 4 patients qui sont décédés du Covid-19, qui étaient tous hypertendus, donc gardez ça à l'esprit. En bas à gauche, il y avait un des patients qui montrait des lésions sur son ventricule droit, sachant qu'on sait que le virus peut aussi, le récepteur au virus est exprimé sur le cœur, on va dire ça comme ça.
Et puis à droite, vous avez des lésions de thrombose et d'hémorragie qui ont été repérées dans les poumons des 4 patients, qui alimentent du coup cet axe vasculaire et immunovasculaire de la maladie. À l'anapath, ils repèrent des thrombus intravasculaires dans les petits vaisseaux, et puis des pneumocytes de type 2 qui sont touchés par la maladie. Et en bas à gauche et au milieu, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de lymphocytes CD4 qui sont présents dans les poumons, mais pas tellement de CD8. Donc les CD8, c'est plutôt l'immunité antivirale, cellulaire. Donc c'est intéressant pour voir le genre de phénomènes inflammatoires et vasculaires qui sont en jeu, en tout cas chez les patients très graves. Alors, ce papier, effectivement, je te rejoins, il est hyper intéressant parce qu'il montre, comme tu as souligné, l'atteinte microvasculaire au niveau des poumons avec des lésions qui seraient semblables à des microangiopathies thrombotiques. Donc, c'est-à-dire, on a une espèce d'amas de consommation avec des microthrombes plaquettaires et puis des amas de polynucléaires neutrophiles. Or, on sait maintenant, depuis quelques années, qu'il y a une communication plaquette polynucléaire neutrophile dans un phénomène très précoce de l'immunité qu'on appelle l'immunothrombose. Donc ça rejoint une des questions qu'on nous a posées, c'est est-ce que, étant donné ces lésions d'hypercoagulabilité, il y aurait un intérêt à mettre systématiquement les patients Covid à domicile sous HBPM ou sous anticoagulants oraux directs. Là-dessus, il y a 2 éléments de réponse. Une réponse épidémiologique, c'est-à-dire que quand on a regardé les facteurs protecteurs pour une mauvaise évolution du Covid, on a vu ces histoires d'ARA2, d'IEC, éventuellement d'INS, mais les AOD et les HBPM qui sont quand même utilisés chez beaucoup de patients ne sont pas ressortis. Et puis, probablement que l'activation plaquettaire de coagulation et l'activation plaquettaire dans l'immunothrombose n'est pas tout à fait la même et que ce ne sont pas forcément les mêmes voies d'activation plaquettaire qui seraient à bloquer. Mais en tout cas, c'est une des pistes de recherche à l'heure actuelle. Un des faits aussi marquants dans ce papier-là, c'est qu'il y a des mégacaryocytes dans le poumon qui vont même jusque dans l'alvéole. Et on sait depuis quelques années, on suspecte que le poumon serait aussi un lieu d'hématopoïèse pour les plaquettes avec effectivement une production in situ de mégacaryocytes. Et donc, le fait d'avoir une activation de l'immunité innée après une activation endothéliale avec une coopération plaquette-PNN, c'est probablement une voie de recherche assez importante. Il y a un préprint là-dessus, on pourra en parler la semaine prochaine. Et puis, il y a des données qu'on a à Bordeaux qui vont également dans son sens. Il faut attendre qu'on les confirme. Mais c'est probablement une voie de recherche très intéressante pour le futur. Oui, sachant que les HBPM, pour ce que tu disais sur la microangiopathie thrombotique, ça ne se traite pas vraiment par HBPM, parce qu'on a à la fois de l'hémorragie et de la thrombose, donc ce n'est pas aussi simple que de la thrombose veineuse profonde. Ouais, et que l'activation qu'on voit est vraiment différente de l'activation de CIVD, où là, certaines personnes disent qu'il faut utiliser des HBPM. Donc, je pense que pour l'instant, il y a d'autres pistes probablement plus prometteuses que les HBPM et les anticoagulants oraux directs. Donc là, c'est une étude assez intéressante, mais qui ne détaille pas trop ces méthodes, c'est dommage, qui repère dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire, que vous voyez en bas à droite. Donc, il y avait 7 patients Covid qui ont été comparés à des sujets normaux et à des sujets qui ont de l'asthme. Et donc ça, c'était au niveau transcriptomique, au niveau ARN, et qui repère qu'il y a une plus grande expression de l'angiotensinogène et de la rénine. Alors comme c'est de l'ARN, ils ne peuvent pas repérer l'angiotensine 1, 2, 3, 4 et les autres formes d'angiotensine. Mais à l'entrée du tuyau, en quelque sorte, il y a une hyperactivation de ce système dans les poumons. Donc, ce qui, du coup, fait encore plus suspecter que les IEC ou les ARA2 pourraient avoir un intérêt, au moins sur les phénomènes vasculaires locaux dans le poumon. Là, une autre étude qui ressemble à ce qu'on a vu la semaine dernière sur l'expression du récepteur au virus et de la protéase qui permet de l'activer, donc qui retrouve aussi dans une minorité des pneumocytes de type 2 l'expression de ce récepteur. Après ça, c'est chez le sujet sain, donc on ne sait pas au cours de la maladie, peut-être qu'ils se mettent tous à l'exprimer. Je ne vous remets pas les autres tissus qui sont connus pour exprimer le récepteur, le rein, le cœur, le cerveau. Mais il y avait deux types cellulaires inhabituels qui étaient la surrénale et les spermatogonies. Donc on pourrait avoir des complications inattendues, sachant que sur la surrénale, il y a une interaction à la fois au niveau des glucocorticoïdes avec l'effet immunologique et puis des minéralocorticoïdes qui répondent aussi au système rénine-angiotensine, qui pourraient être impliqués. Ensuite, une étude qui repère des thrombopénies à peu près au moment où les IgG apparaissent. Pardon.
une étude descriptive, on ne sait pas trop quoi en faire, mais à garder à l'esprit. Ça va un petit peu avec les phénomènes immunologiques et vasculaires qu'on mentionnait juste avant. Ensuite, une étude en population générale sur 10 millions de personnes en Californie qui repère qu'il y a environ 40% des patients hospitalisés qui vont en réanimation et 20% qui décèdent. C'est quand même assez sévère. Et cette étude calcule aussi le taux de reproduction en Californie. Alors, le taux de reproduction, du coup, la Californie a un endroit particulier. Ce n'est pas une grande ville comme Wuhan, donc le taux de reproduction est plus bas. Et puis, il baisse dans le temps. En Californie, ils ont mis en place un confinement autour du 20 mars, mais c'était plus décentralisé. Il y a certaines villes qui ont pris des mesures avant, notamment à San Francisco. Et donc, c'est un peu la même chose. Au niveau du confinement, on a un taux de reproduction qui est autour de 1, donc qui stabilise l'épidémie, mais qui ne fait pas céder rapidement, en tout cas. Là, c'est quelque chose qui fait écho à ce qu'on a vu la semaine dernière sur la décontamination des masques par la chaleur. Donc, c'est au milieu à gauche, c'est à 70 degrés, et qui trouve un peu de persistance de petites quantités de virus à 70 degrés un peu plus longtemps que ce qu'on avait vu la semaine dernière. Alors, ça, c'est une prépublication. La semaine dernière, c'était dans le New England Journal of Medicine. Donc, bon, on aurait tendance à dire, si vous êtes inquiet, laissez un peu plus longtemps et que vous avez besoin de décontaminer vos masques, laissez-les un peu plus longtemps à la chaleur. Mais en tout cas, ça confirme que ça marche comme modalité de traitement. Et puis, il y a d'autres choses un petit peu plus difficiles à manier, comme la vaporisation de Javel, mais qui sont des choses dont on ne dispose pas en général en pratique. Et dernier point, désolé, sur la diapo précédente, j'ai oublié de préciser, à 70 degrés, ça décontamine assez vite les masques FFP2, mais ça met un petit peu plus longtemps sur les objets en métal. Donc, on ne saurait pas trop d'autres types d'objets combien de temps ils mettraient. 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas mal. Et puis ensuite, un autre papier sur les protections un peu de fortune, notamment qui peut concerner vos patients si vous n'êtes pas capable de leur donner des masques chirurgicaux, mais que vous vous retrouvez dans une pièce confinée avec eux. Donc là, ils ont testé différentes choses, des t-shirts, des tissus en coton, des choses comme ça. Et ils ont mis en gros la boîte de pétri. Ils avaient un système pour vaporiser le virus et ils ont mis la boîte de pétri derrière la protection de fortune. Et donc, vous voyez les 2 rangées de boîtes de pétri en bas. 2 t-shirts en coton versus 1 t-shirt en coton. 2 t-shirts en coton, ça marche bien. Pas forcément parce que la maille du t-shirt permet d'arrêter le virus, parce que les mailles sont larges, mais simplement le flux d'air est freiné. Donc ça évite la projection, comme ce qu'on a vu les postillons tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas mieux, ça marche pas mal. Et ça permet d'avoir un effet, de vous protéger vous et de protéger les patients entre eux s'ils se retrouvent dans une salle d'attente ou des choses comme ça. Et c'est tout. On peut peut-être dire un mot rapidement sur les essais en cours. Je n'ai pas mis à jour avec les derniers essais qui sont sortis. Donc, juste rapidement, les grandes classes, il y a les antiviraux, dont on a pas mal parlé. Il y a l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Des choses autour du plasma de l'immunité humorale, des IgIV et le plasma de patients convalescents, qui a des anticorps neutralisants la plupart du temps. Les IEC et les ARA2. Des immunomodulateurs un peu de toutes sortes, des anti-IL6, d'autres types d'anti-inflammatoires, des immunostimulants. Il n'y en a pas trop encore qui sont testés. Ah oui, on parlait tout à l'heure de la prévention chez les soignants. Je crois qu'il y a un essai avec le BCG qui est en cours, qui pourrait avoir un effet immunomodulateur favorable, qui est plutôt bien toléré, surtout si, comme c'est souvent le cas, les soignants l'ont déjà eu. Et les corticoïdes, bien sûr, qui sont aussi testés. Puis d'autres choses un peu plus inhabituelles. Le bevacizumab, donc c'est plutôt sur l'aspect vasculaire, c'est un anti-VEGF. L'acide tranexamique, un peu la même chose. Diverses sortes de vitamines, même des traitements de la dysfonction érectile, ou au pire pour passer un confinement plus agréable, à défaut d'empêcher le Covid d'arriver. Carly, j'en profite pour répondre à 2-3 questions qui sont en rapport avec les traitements à l'essai. Il y a une question sur la colchicine qui serait essayée au Canada. Alors, le rationnel de tout ça, c'est de se dire que la colchicine, c'est un inhibiteur de l'inflammasome, parce que ça a une action sur le NLRP3 qui est dans l'inflammasome. Donc, en diminuant cette inflammation, on aurait un effet protecteur des formes graves, sachant que la colchicine a été essayée dans ce sens récemment pour la diminution du risque cardiovasculaire avec des séquelles COT qui montraient une légère diminution du risque cardiovasculaire sur la colchicine au long cours, au décours d'un événement cardiovasculaire. Donc, à voir ce que ça peut faire également. Et puis, on a une question sur… Juste pour rebondir sur ça,
La colchicine, donc cet essai, il a commencé il y a quelques semaines, donc on n'a pas encore de résultats. On les attend avec impatience. La colchicine est aussi connue pour être un inhibiteur de la nétose, qui est une forme d'activation des neutrophiles. C'est un inhibiteur des tubules. Et donc ça, c'est souvent un problème dans les maladies inflammatoires. Et je crois que vous êtes d'ailleurs en train de faire un travail sur ce sujet. Ouais, on est en train de faire un travail quand je vous parlais d'immunothrombose tout à l'heure et des mécanismes à confirmer, il y a un préprint qui montre que la nétose pourrait être d'une équipe d'Ann Arbor aux États-Unis. Ça pourrait être un marqueur de gravité dans le Covid. Et nous, on a regardé cet élément chez les patients SDRA par rapport à des contrôles. On voit que la nétose est explosée. Ça va très bien avec l'interface plaquette-PNN, mais c'est des résultats préliminaires. Donc, avant de vous en parler plus, il faut qu'on confirme les choses au laboratoire. On a également une question sur la maladie de Kawasaki chez les enfants, puisqu'ils ont déjà fait une vascularite. Est-ce que ça protégerait ou ça aggraverait? C'est une maladie très rare, il n'y a aucune donnée, donc on n'en sait strictement rien. Et ça va aussi avec le fait que les patients déjà sous immunomodulateurs n'ont pas un sur-risque de Covid comme on pouvait le craindre initialement. Et on ne sait pas si c'est parce qu'ils étaient plus confinés ou si c'est parce que leur système immunitaire est déjà calmé. Il y avait déjà eu des signaux pareils avec les anti-TNF dans le choc septique, où les patients sous anti-TNF auraient moins de choc septique. Mais quand on l'a donné à la phase aiguë du sepsis, on a tué tous les patients. Donc, il faut être quand même très prudent. Et puis, je pense qu'il y a un sujet dont on ne peut pas trop esquiver aujourd'hui, c'est le VIH. Est-ce que on a dit que le coronavirus serait venu d'un labo qui travaillerait sur un vaccin contre le VIH et qu'il y aurait une partie du génome VIH qui serait retrouvée dans le Covid? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a des gens qui ont séquencé en long et en large le génome du coronavirus et qui ont retrouvé que c'est en gros une combinaison d'un coronavirus de chauve-souris en grande partie et en petite partie d'un coronavirus de pangolin. Donc, on a retrouvé à peu près la source de ce virus. Ce travail, je ne pensais pas qu'il servirait à quoi que ce soit, mais vu le nombre de théories complotistes qui sortent, il est très utile pour apporter des éléments de réponse. Et juste, on a une question aussi sur est-ce que les antirétroviraux, enfin les patients pour le VIH traités par antirétroviraux ont des formes différentes. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'études spécifiques là-dessus, mais c'est effectivement une question très intéressante. Le petit bémol, c'est que le lopinavir, ritonavir, donc a été utilisé dans le Covid, c'est un traitement qui est de moins en moins utilisé chez les patients VIH en raison des effets secondaires importants, en particulier rénaux. Donc, je ne sais pas si on aura la réponse avec cette molécule chez les patients VIH, mais effectivement, regardez ça chez les patients qui ont déjà des antirétroviraux, c'est une question intéressante. On avait vu la semaine dernière, il y a d'autres antirétroviraux qui marchent in vitro sur ce coronavirus. Donc, il est possible qu'en fonction du traitement qu'ils prennent, ça ait un effet. Et c'est difficile de dire grand-chose en l'absence d'essais qui permettent de dire celui-là marche, celui-là ne marche pas, et de retrouver ensuite quel effet spécifique du VIH il y a dans cette maladie. Merci à tous. Merci pour toutes ces questions en particulier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, sur Mediscoop. Je vous encourage, si vous trouvez ça utile, à partager ça. Le replay sera en accès libre. Donc, comme ça, vous pourrez diffuser à vos proches et si ça les intéresse, ils lanceront d'autres sujets de conversation que Didier Raoult pour être plus intéressant. Merci à tous pour toutes vos questions. On ne peut pas répondre à tout le monde en raison de la contrainte de temps. On essaiera de revenir sur certaines d'entre elles la semaine prochaine. Et merci à vous de vous connecter aussi nombreux. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.